Le sourire des phrases. La crise menace les jeunes et les plus expérimentés. Les rumeurs ne sont pas rassurantes. Les prévisions pour l'année prochaine sont médiocres. En ce qui me concerne, j'ai encore 3 mois de sursis. Cette semaine, le comité d'entreprise prendra les décisions adéquates. Vendredi prochain, je serai fixé sur mon sort. Je ne crains rien, mais je me prépare au meilleur comme au pire. 3 mois de sursis ? En attendant les beaux jours, notre œuvre demeure ma seule consolation, en plus de la causerie du mardi. Une confidence. Adélaïde, la nouvelle assistante du causeur du mardi, le réalisateur de Si l'Azive m'était compté, m'a vendu la mèche. Adélaïde remplace Adeline, absente pour arrêt maladie, un mal de tête persistant. Après la causerie sur Molière, la prochaine prévoit de saluer Anatole France. Le soir même, je suis passé au rayon figure de ma librairie. J'y avais déniché une courte biographie du grand homme. Je n'ai jamais lu cet auteur, les textes choisis des manuels scolaires exceptés. Avant chaque causerie, je me documente pour participer au débat animé par le conférencier du mardi. Mamie, tu aurais pu être ma meilleure assistante, mais je sais, ton temps est compté avec le cadavre encerclé que tu joues au théâtre, et je te pardonne. Pour revenir à Anatole France, j'ai retroussé les manches pour dépouiller l'œuvre de l'un des écrivains français les plus vendus à l'étranger. Cela explique ceci. Il est méconnu par les lecteurs de son pays, comme le Clésio, le récent Nobel. Oui, il est comme le Goncourt, qui a passé 3 jours chez sa femme, ou chez sa mère, ce François, élu à l'Académie française pour y siéger et ceint d'une épée. Il naît le 16 avril 1844 de François-Noël Thibault, père libraire, installé quai Malaquais à Paris. L'enfant grandit parmi les livres et se passionne pour la Révolution française. Bien sûr, il aide, l'on ne s'en doute pas, son père, mais en écrivant des chroniques dans des journaux au lieu de vendre les opus de la boutique paternelle. Il est républicain anticlérical. La chute de l'Empire le réjouit, mais les pillages de la Commune l'indignent et il fuit Paris. Quand vient la paix, Anatole fréquente les poètes du Parnasse et le salon de Nina de Villars. Chez Nina, avant Nina des mauvaises pensées que tu connais bien, il retrouve entre autres Verlaine et Stéphane Mallarmé, puis il collabore avec Pierre Larousse et Alexandre Dumas à leur dictionnaire, respectivement de langue et de cuisine. Anatole France publie Poèmes dorés et Les noces corinthiennes. Lui, l'homme de gauche, épouse une descendante d'un miniaturiste de Marie-Antoinette. Il préface Les plaisirs et les jours, ou le premier livre de Proust. Parrain de la nouvelle Ligue des droits de l'homme et bien épris de justice, il défend les opprimés politiques. Il déserte l'Académie française pour défendre Zola, lui-même en train de défendre le capitaine, bien injustement sanctionné, à l'instar de Mike Tyson. Il milite pour la séparation de l'Église
et de l'État et participe à la création du journal L'Humanité. Pacifiste comme Jaurès lors de l'entrée de son pays en guerre, des menaces le visent. Après avoir salué la révolution russe, il a rejeté en revanche les pratiques du régime bolchevique. En 1921, le prix Nobel lui est décerné. Revient Sacha Guitry, je veux dire son papa Lucien, qui adapte Le Lys rouge et Crinquebille au théâtre. Anatole meurt le 12 octobre 1924. Ses obsèques grandioses ont été comparées à celles du papa des Misérables, Cosette, Jean Valjean et Gavroche. Sache que les récits qui composent Crinquebille sont des contes satiriques à la façon de Voltaire. Son personnage, ce marchand ambulant, victime d'un policier injuste, est devenu proverbial. On lui reconnaît bien l'humour dans l'observation, la force dans le propos et d'être, doté d'un style élégant et incisif. La meilleure, cher ami, sa réflexion. Caressez longtemps votre phrase, elle finira par sourire. Bien à toi, mamie. Partie 2. La fille de Cléopâtre. Exergue. Mais que ce soit de jour ou de nuit, dans une baignoire ou sur un drap blanc, tout finit par le même écoulement. Tout s'achève dans le même désastre, celui de l'infernale solitude et du plaisir non partagé. L'amant imaginaire, Taos Amrouche. Les émotions démasquées. J'ai mis la main sur une bague d'argent endormie dans sa boîte à bijoux. Cadeau de Laura lors de notre premier dîner sous les chandelles. Cette bague change de couleur en fonction du rythme cardiaque. Nous l'avions baptisée bague des émotions. Laura l'acheta à Canterbury, chez la Cornaline orientale, une boutique ésotérique. En forme d'anneau, elle scintille dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Lors de ce premier face-à-face, j'ai fait passer à Laura cette bague. Premier face-à-face, je fais passer à Laura cette bague sur son petit doigt gauche. Sur le champ, elle sanglote, chaude dans mes bras. Je la serre contre moi en lui dégageant une mèche de cheveux mouillés. Une fois nos yeux face à face, s'en est suivi un tendre baiser. Un orage éclate, l'électricité part. Un orage éclate, l'électricité part. Dans cette obscurité, une lumière indigo éclaire nos visages. Laura est heureuse, comme moi. Double jeu. 2 mois chez moi, Laura retourna chez ses parents. Puis, Laura retourna chez ses parents. Je fus du voyage pour y rester 1 semaine et repartir comme un voleur. Je fus tentée d'utiliser l'expression « filer à l'anglaise » car justement, je me retrouve en terre anglaise. Pour ton information, je n'ai rien dit à Laura, ni sur toi, ni sur Jenny, la fille de San Francisco, qui se prépare à rejoindre sa tante à Antibes, car sa bourse sera stoppée bientôt à cause de cette crise mondiale. Demain, je serai disponible pour te voir. Je ne reprends mon boulot que jeudi, soit dans 2 jours. Si tu es d'accord, nous dînerons au restaurant. Les petites fins, récemment découverts. Le mois dernier, j'y avais déjeuné avec mon ami, le mannequin de Djerba. Avec mon ami, IE, le mannequin de Djerba.
Son impresario est le frère du chef de ce resto, rue des Jeûneurs, près du boulevard du Carême. Ne serait-ce pas l'occasion de te souhaiter de vive voix un bon anniversaire? Je te donnerai en main propre ton cadeau. Une question m'inquiète. Cela remonte à 1 mois que je n'ai lu un mail de toi. Ni entendu ta voix. Serais-tu malade? Le refus du causeur à t'auditionner dans son casting t'aurait-il abattu? Si je connaissais ton adresse postale, réponds à ce mail, je t'en prie. Dans 1 semaine, et sans nouvelles, j'alerterai la police. Donne-moi un signe vite. Que faudrait-il inventer pour te voir me répondre? Puis, pour te voir me répondre, je tente une parade. Je t'évoque à la 3e personne et je parle de toi. Peut-être faudrait-il lui promettre un cadeau significatif, des vacances des vacances vers une destination de soleil, exotique. Comment ficeler ma stratégie pour qu'elle me réponde dans un texte de plusieurs pages? Faut gagner ma bataille de la communication. Il n'y a qu'une chose qui reste à tenter. Lui proposer le truc physique mais facturé de la somme de ses envies. Avant ce coup d'éclat, je prendrai des précautions. J'irai recueillir l'avis de ma conseillère littéraire. En effet, je lui avais tout dit de moi, sourde à mes longues pages. Mais ça tombe mal, à bien y réfléchir. Ce sera le lendemain de la journée de la femme. Payer pour amener une comédienne sur le plumard risque de faire tache d'huile entre ma conseillère et moi, qui me soupçonnera d'un côté de donner des leçons à ses lecteurs et de l'autre de sombrer dans une hygiène détestable. Elle me jettera en pâture à la vindicte des critiques, elle ne corrigera plus mes erreurs de grammaire devant mes goujateries. En te proposant des sous, j'ai voulu te secouer. Soit tu donnes signe de vie, soit tu acceptes de participer à notre œuvre, soit tu me traites de goujat. Bien à toi. Histoires extraordinaires. Quelquefois, certaines réalités dépassent ce que le cinéma peut filmer. On pourrait faire un clin d'œil au dandy kabyle, Monsieur Félag, saluer son dernier chameau ou son spectacle joué dans une langue française soignée. Sid Abride occupe une place de charme dans le premier acte. Chômeur, livré à lui-même, il était pris de Vanessa, lycéenne d'Alger, des hauteurs de la ville. Il désigne sa sultane favorite par elle, E2LE. Chaque matin, il prend le même autocar que elle. Il se lève à 5h30 du matin. Très tôt, il s'amuse à se bichonner devant la glace pour être présentable devant elle. Pendant 3 ans, il la drague de loin. Elle décroche le bac. Sid et elle se retrouvent chaque matin dans le même bus. Elle à l'avant, lui au fond. Les annales retiennent des amours platoniques. Il espère la séduire bientôt, il attend sa bonne étoile, mais il ne fait rien de particulier pour anticiper le contact avec elle. Dans son coin, il se console par le vieil adage. La victoire vient pour qui sait patienter. De guerre lasse, il est tenté de fignoler un plan. Mais le hasard lui coupe l'herbe sous le pied. Un soir, un bouquet à la main, il se pointe à l'entrée du campus. Elle sort du campus. Il s'en délecte, admire son exquise. Elle. Mon beau garçon, profites-en. La fête ne sera pas longue.
Tes illusions vont tomber tout de suite, après 4 années de rêve, sous l'eau des froides douches écossaises. La demoiselle tourne la tête à droite. La demoiselle tourne la tête à gauche, puis elle avance de 3 pas et s'élance pour enlacer un passant. Le fiancé de 4 sous un passant. Le fiancé de 4 ans court au bord des larmes. Arrivé à sa hauteur, il lui avoue: toi et moi, c'est fini. Et puis, Crinquebille, la tête basse et les bras ballants, s'enfonça sous la pluie dans l'ombre. C'était drôle, une innocence pure. Bien à toi. Un sport national. Mamie. Certaines sociétés comme celle de Cide sont bizarres, du moins vues de l'extérieur. De Paris, où les garçons, les filles, les femmes, les hommes se draguent, se rencontrent, s'enlacent, s'embrassent sur les bancs publics sans choquer personne, une question logique s'impose. Pourquoi n'est-il pas allé voir elle sans attendre un hasard favorable? Ne parle-t-il pas la même langue? Étant donné que lui, Emmanuel, elle cérébrale, elle américaine et lui chinois, comme dans Gran Torino. Le langage des sentiments n'exige nulle compétence en langue étrangère, que je sache. Aurait-il eu peut-être honte de sa condition sociale qu'il aurait craint de lui avouer? Dans ce cas, pourquoi ne pas tenter sa chance? Pourquoi n'a-t-il pas tenté sa chance avec une fille de sa classe? En effet, reporter pendant 4 ans le premier pas au lendemain, n'était-ce pas un gâchis? Bien sûr, l'attente lui permettait d'espérer. Tant qu'il ne lui avait rien dit, il ne risquait pas de l'entendre, elle, lui dire non. Dans le flou, il pouvait monter des films dans sa tête. Il avait savouré du bon temps mentalement avec sa dulcinée. Je suis certain, chaque nuit elle devait troubler son sommeil. Je reste convaincu, son fantasme était de la caresser partout. Sur le pantalon, la robe, la veste, le chemisier, sa chevelure, son visage, pour être propulsés, elle et lui, vers le 7e ciel des noces interdites. De son côté, elle jouait le jeu délicatement, et les doigts du garçon longeaient son corps. Il la chatouillait, glissait et se posait sur 2 boutons de rose à croquer à pleines dents. À leur contact, le garçon tremblait, secoué par un état de choc hormonal. Ses doigts descendaient sur son ventre, il était en état de choc, puis il caressait ses oreilles qui léchaient, mordillaient et croquaient. Elle sentait le feu de l'amour partout et gémissait de plaisir. Elle s'en moquait d'attendre le mariage officiel, certifié et public. Maintenant, puis, il jetait ses chaussures et son pantalon, mais il gardait son caleçon. Un feu vif lui brûlait les tempes, son agitation hormonale maîtrisée, il évitait le corps à corps, le contact du concave et du convexe en train de baver. Ses doigts remontaient à un nombril et foulaient la vallée des collines fertiles, une sorte d'oasis. Il lui déchirait sa lingerie pour la déposer sur le tabouret, à gauche de la table de nuit, un geste d'horloger. Il n'était pas du tout pressé d'en finir, même enragé. Ils avaient pour eux les nuits étoilées de la baie d'Alger. De la lampe de chevet émanait une lueur discrète, un décor de cinéma aménagé. Puis il se couchait à ses côtés, elle ne disait rien, ils se serraient fortement et s'embrassaient à la française. Elle lui intimait l'ordre de doser ses caresses, il obéissait et se sentait pousser des ailes. Mais la paume du garçon ricochait sur un tableau mural qu'il décrochait
un portrait coquin d'un mannequin, d'une femme mannequin, chanteuse de charme. Pendant 4 ans, il avait voyagé chaque nuit. 2 mondes séparés, une tempête dans un verre d'eau, des désirs inassouvis, des voyeuses interdites, des garçons frustrés prêts à se rincer l'œil au passage des mères, des mamies, des sœurs, des cousines et des voisines. L'alter ego féminin, quasi inaccessible. Des plaisirs honteux, une misère charnelle, un terrorisme accru, une violence sentimentale, des sentiments refoulés, des mères célibataires châtiées, tous ces tabous. Les mots crus m'aveuglent et je vois flou. Bien à toi. Les négations affirmatives d'Ève. Gentilcide d'une jeunesse sacrifiée, des garçons et des filles s'étaient aimés de loin. Leur seul refuge était les illusions lumineuses semées chaque nuit, mais évanouies au lever du jour, évaporées dans le brouillard du torrent détourné des amours réglementaires codifiés. De nos jours, quand je vois notre jeunesse mener ses envies à sa guise, je me dis « Nous vivons une époque merveilleuse. Les faits sont là. Dès leur jeune âge, les fillettes et les garçonnets ont tout connu. En effet, nous sommes chanceux d'avoir supprimé les haies, cantonnant la femme dans un rôle de procréatrice et l'homme en tant que tuteur pour nourrir la maisonnée. Les femmes, nul ne sait jamais quand elles disent oui et quand elles disent non. Essayons de démêler le vrai du faux. Suivons le lieutenant Pirogoff et la femme de Schiller dans La perspective Nevsky de Nicolas Gogol. Avant d'applaudir le coup d'éclat du militaire, ce guignol, ayons une pensée même molle pour l'artiste peintre. Il a eu à subir un affront beaucoup plus violent que Cide à Bride. C'est fou comme notre imagination peut nous faire courir des risques bien inutiles. Pour Piskarev, son désir lui a joué un tour dangereux. Comme Cide, Piskarev loge une fée dans son cœur. Il la transporte précieusement. Le jour, elle lui est inaccessible. La nuit, en revanche, elle s'amène sans chichi. À la longue, les rêves de Piskarev le peintre. L'insomniaque optimiste. À la longue, les rêves de Piskarev le peintre. L'insomniaque optimiste deviennent sa vie, ou bien une sorte de réelle volupté. Mais possédé, il sommeille à l'état de veille et s'éveille endormi. Il ne dort plus. C'est durant la nuit et dans ses rêves que sa seule richesse vient à lui. Quelle magie! Quand sonne le moment de se mettre au lit et de fermer les yeux, revoici sa marquise, assise à la fenêtre d'une petite maison, ou cette calme maison logée dans une prairie. Sa parure a la simplicité des pensées du poète, et ce joli fichu sur son cou gracieux, tout en elle est pudeur, tout respire le bon goût mystérieux et indicible. Comme elle est souple, sa démarche avenante, comme ils sont mélodieux le bruit de ses pas et le bruissement de sa robe. Quel enchantement dans ce bras qu'enserre un bracelet de cheveux tressés.
Piscareff est en train de dépérir à cause d'une image entrée une fois dans un rêve dans son atelier, après avoir appuyé son adorable tête sur la tête de l'artiste. Il refuse de vivre le jour. La nuit est son paradis. À cause de ses insomnies, il risque de gâcher son talent dont l'étincelle se serait à coup sûr embrasée avec le temps. Revenons au lieutenant Pirogov, ce séducteur en train de pister l'Aziza, une sotte blonde, elle-même en train de s'adonner à un exercice de lèche-vitrine, admirant des ceintures, des boucles d'oreilles, des fichus, des gants, des colifichets, ces chiffons et métaux étalés pour attirer le chaland. Sans cesse, elle passe du trottoir de gauche vers celui de droite, bousculant la foule. Frétillant de sa jolie moustache, il est en train de la suivre. « Macaille, si je t'attrapais, la ziza !» Arrêtons-nous sur les qualités de Pirogov. Que Gogol m'excuse de couper court à son discours. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait lui-même, reconnaissant que l'homme est un être si prodigieux qu'il est impossible de dénombrer en une fois toutes ses vertus. Plus on le considère, plus on lui découvre de nouvelles particularités dont la description serait interminable. En face des qualités, il y a les défauts qui vont de pair avec les qualités. Mamie, une confidence. Je m'attarde plutôt sur les qualités qui font avancer les relations. En revanche, Gogol s'est attardé sur un défaut de la blonde l'Aziza. Elle serait sotte, mais jolie. Il relève que la sottise ajoute un charme de plus à une jolie femme. Mon cher Nicolas, comme tous les hommes, vous magnifiez la beauté physique et reléguez au second plan la beauté de l'âme. Je vous vois déjà me rétorquer. La beauté fait de vrais miracles chez une femme belle. Les imperfections, au lieu de repousser, exercent un attrait tout particulier. De vrais miracles. Chez une femme belle, les imperfections, au lieu de repousser, exercent un attrait tout particulier. Le vice lui-même est charmant. Mais que s'évanouisse la beauté! Et la femme doit être 20 fois plus intelligente que l'homme pour inspirer le respect, à défaut d'amour. Les hommes se trouvent désarmés devant vous, les filles, et de tous les âges. J'en suis l'exemple vivant. Malgré les chichis de Lise, je ne perds pas espoir. Avec toi aussi. Malgré ton hésitation à participer au cadrage de notre œuvre et ton refus de rester avec moi à l'hôtel en face du bel ami, un mois après notre dîner saupoudré de blanc, je ferai l'impossible pour te fourguer pleinement mon état d'esprit consensuel. Mon état refuse tout bras de fer entre nous deux, toi et moi. Bise de paix. Voilà où mène l'oubli. De paix. Exergue de Théophile Gautier. Voilà où mène l'oubli des saines doctrines et le dévergondage romantique. Le théâtre est devenu une école de prostitution où l'on n'ose se hasarder qu'en tremblant avec une femme qu'on respecte.
Vous venez sur la foi d'un nom illustre et vous êtes obligé de vous retirer au troisième acte avec votre jeune fille toute troublée et toute décontenancée. Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier. La Belle et le Bédouin. Un sac gît sur un trottoir d'une rue passante. Des effets personnels éparpillés s'offrent pêle-mêle à la vue de tous et toutes. Sur un mur, une photo d'une femme mannequin avertie. D'un mannequin averti. Disposez de votre corps comme vous l'entendez. En réalité, il s'agit d'une photo contenue dans une autre photo. La photo du mannequin, le sac et les effets sont pris dans une photo globale collée dans la loge de Driffa, à la base mannequin de prêt-à-porter. Elle vient de se convertir en comédienne des planches. En train d'attendre le signal du régisseur ou du metteur en scène, Driffa tiendra un rôle important dans la nouvelle pièce de Ta copine, l'as du polar. Pourquoi as-tu refusé ce rôle? Micha, le personnage incarné par ce mannequin des années 90, entre en scène. Marchant pieds nus, elle bute sur un caillou. Aussitôt, son orteil droit saigne, elle chancelle et met les mains en avant. Comme elle pratique les arts martiaux, elle a évité d'écraser sa figure contre le bitume par une cabriole acrobatique. Sa jupe se soulève, un sac repose par terre, ses cheveux défaits vont dans toutes les directions. Devant cette chute sportive réussie, le public applaudit, admiratif et conquis. Une fois debout, elle remonte sa jupe, elle recadre sa jaquette, pique un garçon, passe par là et quête une cigarette. Micha lui désigne un paquet par terre. Timide, ce garçon parle avec un débit saccadé, comme Sylvestre Stallone mêlé à une beuverie avant de noyer son chagrin dans Rocky. Le passant ramasse le paquet, il ne remarque rien du sang et des effets féminins luisants sous le soleil, je veux dire sous les projecteurs. Sous les projecteurs, il ramasse le paquet de blondes et il remercie Micha, cette fausse brune, d'une voix rauque, le sollicite pour l'aider à nettoyer la chaussée. Le garçon obéit sur le champ devant cette injonction polie. Il juge le jeu loin d'être un ordre. En 5 secondes, le sac récupère ses petits, un agenda, des stylos, une trousse de maquillage, un peigne, un miroir, un rouge à lèvres glossy, une lime, de la poudre dans un flacon transparent, un téléphone portable, des lunettes de soleil, des lentilles, un portefeuille garni de jolies cartes magnétiques, bancaires, de fidélité, un plan de Paris, des mouchoirs de poche, l'officiel des spectacles, un lecteur de musique, un mini parapluie rose, des gouttes de menthe, une crème solaire, des préservatifs, des bonbons à la fleur de bac, de la laque, 3 déodorants, des chaussures de sport pour marcher confortablement entre 2 castings, un album de photos prises pour les magazines de mode, des cartes de visite de gens séduits dans des soirées privées, oubliées, revues, à revoir, des serviettes intimes et bien entendu un paquet de cigarettes. Une fois le sol propre, le passant s'en va. L'infortuné, assis sur un banc, allonge ses jambes interminables. Puis elle les pose sur un pouf. Son orteil ne saigne plus, les lumières s'éteignent, Driffa ferme les yeux et déclame un air d'opéra, une voix à faire trembler les combles. Une panique me saisit. Des enfants se serrent contre leur nounou. Cela paraît durer une éternité. Pourtant le chant n'a été joué que pendant une petite minute. La lumière revient. Un livre dans une main pique le passant, vêtu d'un smoking impeccable, identique à celui du roi de la pop, fait une entrée fracassante. Il n'est plus vêtu en tenue de clochard. L'habilleuse l'a métamorphosé en dandy des magazines de mode. Pique, on dirait le héros du dernier roman de Kerouac.
Micha, toujours allongé, est chaussée cette fois-ci d'une paire de talons hauts. Et c'est tout. Elle est nue, habillée dans son simple appareil. Bien sûr, le public ne voit rien des arpents de sa nudité, car elle est allongée en horizontale. Pic s'approche d'elle à pas progressifs, la salle retient son souffle. Il s'allonge près de la comédienne, puis la couvre de son corps. Maintenant il se lève. Le cavalier l'enveloppe d'une serviette de bain. Puis il nous salue, fier de sa conquête. Le rideau se lève, le décor a changé. En arrière-plan est projeté un désert, recouvert d'un sable jaune pâle. Micha arbore une tenue de bédouine. Le second acte débute. L'image ressemble à la première de couverture du Siècle des sauterelles au format poche de Malika, la narratrice de Mes hommes. Tu le vois? Je ne dis plus la narratrice de En avant les hommes. Tu le vois bien? Je ne confonds plus Malika avec Nina. Comment se fait-il que toi, si jeune, la fine fleur frêle, ait eu à fréquenter autant de mâles, M-A accent circonflexe L-E-S, autant de mâles si vite? Malika, par sa voix, via la fille du désert, El Majnouna, la folle. C'est normal de voir sa vie traversée par des aventures diverses et variées, joyeuses, chagrines. Ton parcours me surprend. Tu n'as même pas bouclé la trentaine. Aurais-tu survécu à 6 hommes, toi si jeune, mais expérimenté? Tu me rappelles le roman de Jean-Luc, Jean et les Lolitas. Il me semble que je t'ai soufflé 2 mots à propos du chapitre Amour précoce consenti. Lisons Jean-Luc. De nos jours, quand je vois notre jeunesse mener une vie amoureuse à sa guise, je reste admiratif, j'admets que notre époque est merveilleuse. Dès 12 ans, les filles et les garçons ont tout passé en revue de l'amour physique, tout du baiser avec la langue, aux caresses profondes sous les corsets, sans oublier l'union des corps, du concave et du convexe qui bavent. Les femmes et les hommes s'enlacent et s'embrassent en public sans traumatiser personne. Revenons sur les planches. Micha traverse la Seine de long en large, ce désert en arrière-plan. Elle se raidit et tombe sur le dos. Elle s'affaisse sur un ballot. Aussitôt elle invoque, pour la secourir, une certaine force cosmique, bienveillante. Une soif l'épuise depuis 2 jours. Son talisman de survie, le petit prince, l'aide à repousser le moment fatidique des corps déshydratés. Pic repasse dans les parages par hasard comme toujours. Il accourt au fond de la Seine, il lui tend une gourde, elle boit goulûment, une tente a été dressée, sur un lit constitué de tapis artisanaux, ils s'endorment. Dans le 3e acte, une mise en scène luxueuse se substitue au décor fruste du second acte. Macha et Pic sont à présent en train de partager un petit déjeuner dans une chambre d'hôtel à Berlin. Puis, il sonne une servante pour débarrasser la table de nuit. Puis, s'enclenche une avalanche de corps à corps. Le jeune public a été choqué.
Les familles ont quitté les lieux, que seuls quelques irréductibles, libidineux peut-être, persistent à toujours occuper. Mamie, une pudeur me retient pour te décrire le jeu des comédiens. En réalité, le message véhiculé était à lire entre les lignes, le contraire de celui du courant conservateur en train de crier pour interdire cette représentation. De mon point de vue, le metteur en scène n'avait nullement sombré dans l'éloge du vulgaire. À quand l'ère où l'on dira oui, sans gêne, à nos sens, à chaque fois que le désir et le consentement sont là? Mais cela voudrait-il insinuer que je nous encourage à nous rapprocher de notre face instinctive, animale? Je préfère la tendresse charnelle à la guerre, sous toutes ses formes. J'ai choisi mon camp. Mamie, une pudeur me retient pour te décrire dans le détail le jeu des comédiens. Toi, la cinéphile, tu aurais adoré la scène du baiser dans la baignoire amovible. Cette séquence sensuelle aurait sans doute éveillé en toi de bons et savoureux souvenirs. Souviens-toi, il s'agit des étreintes qui en leur temps avaient fait jaser Hollywood. Ces étreintes avaient reçu les foudres du Vatican. Pourtant, ce n'était qu'un baiser de cinéma. Ces étreintes avaient reçu les foudres du Vatican. Pourtant, ce n'était qu'un baiser de cinéma dans Cléopâtre, entre Elizabeth Taylor et Richard Burton. Mamie, aurais-je ce privilège de jouer le rôle de Marc-Antoine, et toi ma Cléopâtre, ô belle amie, ce logis de luxe? Je viendrai habiter tes logis intimes à condition de te voir me laisser la vie sauve, contrairement à Cléopâtre, qui tuait ses visiteurs de la nuit le lendemain. Aurais-je le privilège de fouiller dans tes trésors invisibles à l'œil nu? Je te vois calmer mes ardeurs. Cesse de confondre tes désirs et la réalité. La fille de Cléopâtre n'aurait-elle pas épousé un roi berbère, érudit, Juba, l'enfant de Césarée, du temps de l'Empire romain, et désormais Cherchel? Bien à toi. Partie 3. Sans calcul ni jalousie. Extase, exergue de Le Clésio. Ce qu'il faudrait faire pour vraiment percer le mystère de l'écriture, c'est écrire jusqu'aux limites de ses forces. Penser et déterminer cette pensée avec des signes, sans arrêt, jusqu'à ce que l'on tombe endormi, évanoui ou mort. C'est la seule expérience à peu près probante. Après cela, on n'aurait plus qu'à se taire. L'extase matérielle, M.G. Le Clésio. Retour à San Francisco. Venant de quitter un fauteuil capitonné, Anna, cette servante alsacienne, est en train de reprendre un refrain d'une vieille chanson. Elle ne supporte de lire rien,
des sorties littéraires, elle ne supporte pas de lire quoi que ce soit des sorties littéraires conseillées par les libraires, en dehors des romans d'espionnage ou des aventures adorables du héros de Maurice Leblanc. Sais-tu de qui je parle? Du galant, du gentleman, fort dans les cambriolages en douce. Devines-tu son identité? Arsène Lupin. Chaque matin, quelqu'un entend sonner à la stricte, exacte heure du cachet médical. Le médecin a dit « Chaque jour, tu avaleras ton comprimé à 9 heures précises. » Chaque soir, la concierge allume le lustre de l'entrée de l'immeuble. À 10 heures, elle fait le tour global des appartements habités, en majorité par des personnes du troisième âge. À la fin de sa ronde, elle consacre une demi-heure de son temps pour la rescapée de guerre Madame Lucien. Elle n'a qu'un seul hymne, sacré à la bouche. Le chant des partisans de Maurice Druon, cet académicien, auteur d'une saga royale française. Revoici Anna. Elle admire la cuisine nette et luisante, lavée avec une eau à la javel. Chaque casserole étincelle d'une propreté éclatante. Elle ouvre le réfrigérateur puis découvre du jambon de poulet, des œufs durs, du beurre, des biscuits, une ratatouille, du jambon, du poulet, des œufs durs, du beurre, des biscuits, une ratatouille, du riz basmati, du camembert, de l'eau pétillante et des merguez à base de soja. Elle veut goûter à ces friandises, mais le médecin avait dit « Tu dois respecter ce régime. » Anna claque la porte aux merveilles. Elle s'affale sur le fauteuil de la cuisine, puis se lève et passe dans le salon, puis se jette sur le canapé. Elle dresse la table devant le feu, elle dispose le service du petit déjeuner. Sa patronne ne tardera pas à terminer son bain à l'aloe vera. Le vilain médecin avertissait. Anna est une bonne hygiène de vie. Une lutte épuisante, des paroles graves, une vérité choquante, un bras de fauteuil comme soutien moral à défaut d'une amie, d'un ami, d'une amante, d'un amant, d'un mari, d'une épouse, d'un fils, d'une fille, d'une maman, d'un papa, d'une main secourable, d'une fine oreille attentive. Un bras de fauteuil, capitonné, vous supporte comme une rampe pour souffler avant de vous engouffrer dans l'escalier abyssal des jours. 3 mois plus tard, Anna reçoit un courrier. Le médecin l'invite à lui rendre visite le plus tôt possible. Ce jeudi matin, il pleut sur Bordeaux. Anna est en train de lire un fragment d'article découpé dans un journal de Paris, une affaire criminelle. Elle boit du thé vert et lit « Le dernier chamallow ». Un beurrier en verre vide, un train miniature posé sur un cendrier à la gloire de Tower Bridge repose sur la table basse, plus un roman de François Mauriac. Parfois, une goutte de pluie gicle sur le balcon. Elle sort du lot. Dans 2 jours, Anna mettra un terme à son régime, fière d'avoir suivi les conseils du médecin. Elle a consenti de pénibles sacrifices. Ce courrier arrive au bon moment. L'air absent,
Elle prend un point d'appui sur la cheminée, puis elle se redresse, elle étouffe une plainte, elle pénètre dans sa chambre de bonne. Le lendemain, Anna rendra visite au médecin. Que dira-t-il? Prolongera-t-il son régime? Elle a peur de ne plus refumer. Mettra-t-elle un point définitif à sa gâterie, son cigare parfumé à la vanille et sa coupe de champagne? Pourtant le médecin avait été clair. Anna, réveillée par le bruit du balai mécanique de la concierge, sa première pensée est « Trop tôt !» Anna sait qu'il n'est que 6 heures. Alors elle allume la matinale radiophonique d'une radio lointaine. Bichou, le bon animateur, s'exprime dans une langue étrangère pour Anna, le djujuranais, une langue que la concierge est en train d'apprendre en autodidacte. Anna se dit « Les concierges font du bruit à n'importe quelle heure. Je ne vais pas être mauvaise langue, ni mettre tous les concierges dans le même sac, car il existe ceux que la nature a dotés d'une culture au-dessus de la moyenne. Cessons nos a priori et nos clichés. » Mamie, as-tu fini le dernier roman de Muriel? Je te l'avais envoyé par la poste. C'est vrai, cela ne fait que 13 jours. J'espère que tu as eu la délicatesse de jeter un coup d'œil, même furtif, sur la 4e de couverture. Dans cette histoire, l'auteur dépeint le monde des beaux quartiers et celui de concierge à vous donner à réfléchir et cultiver plus de modestie et d'humilité. Curieux, ils lisent une littérature rare. Une concierge en particulier sait perpétuer l'élégance du hérisson. Anna se rendort. À 9 heures précises, la radio la réveille. Les infos sont toujours folles. Des guerres, des faits divers et du football à volonté. Marseille repasse devant Lyon. Les journalistes s'en réjouissent. Ils se pourlèchent les babines et montrent leur préférence pour le 11 de la cité phocéenne. Lyon porte toute la France derrière le dos. Il est vrai, Saint-Étienne, Marseille, Nantes, Paris et Monaco sont des clubs plus connus en Europe que Lyon. C'est une question de représentation honorable de la France à l'étranger. Anna laisse tomber le petit déjeuner, elle sort de chez elle sans même se maquiller. La salle d'attente du docteur Vito est presque vide. Anna aura 2 numéros seulement à attendre. Son tour vient. Anna est accueillie par le praticien avec son sourire habituel. Anna explique sa cure. Son poids est retombé de 56 à 48. Elle se sent avoir un mental au beau fixe. Qu'en dit le médecin? Elle doit procéder encore à des analyses de sang. Pour le praticien, sa patiente est sur la bonne voie de la guérison. Mais attendons les résultats officiels. Anna voudrait remercier le docteur Vito. Une étincelle jaillit de ses yeux. Elle l'enserre. Il se laisse faire. Que deviendra Anna? Les résultats seront-ils bons? Cessera-t-elle ses grignotages? La croqueuse de chocolat s'en sortira-t-elle, à ton avis? Tu découvriras la réponse dans La fin de la nuit de Mauriac. Un rappel. Depuis le début de mon exercice de style, je me suis appuyée sur Mauriac. Je n'irai pas jusqu'à parler de plagiat, mais j'ai épuisé le prénom d'Anna dans ce roman. Pourquoi? En premier lieu, j'ai égaré ma fougue à pondre des pages cohérentes. Alors désormais me hante la peur de la page blanche. En second lieu,
Je n'écris plus chaque jour. Ce n'est qu'au bout de 10 jours ou plus que mes idées tiennent la route. Cette fois-ci, j'ai sollicité une aide bibliographique. J'ai ouvert le premier roman posé sur le canapé. Mauriac était là. De bon matin, j'avais ouvert La fin de la nuit pour tomber sur la page des fauteuils capitonnés de la servante Anna du réfrigérateur plein. Ma plume se décoinçait à mesure que je grignotais les mots, éparpillés par-ci par-là. Tantôt je volais à François, tantôt mon imagination répondait présente. À présent je vais mieux, mamie. Cela fait 1 mois que je n'ai plus de nouvelles de toi. Comment vas-tu? Toujours à Paris, tu me manques. C'est vrai, je t'avais délaissé depuis que Jenny habite chez moi. Une entente tout de suite était née entre nous. Je ne fais plus le ménage, ni ne m'occupe de mon chat. Elle repasse, remplit le lave-linge et le lave-vaisselle. Jenny passe l'aspirateur, nettoie la salle de bain et sort les poubelles. Elle étale la serpillière sur le parquet du salon. Elle a aussi décoré le balcon de 3 vases de fleurs dont les noms botaniques latins m'échappent. Nous nous entendons merveilleusement. Jenny adore ma cuisine. Elle loue mes hors-d'œuvre, comme elle raffole. Nous nous entendions merveilleusement. Jenny adorait ma cuisine. Elle louait mes hors-d'œuvre, comme elle raffolait, des moments savourés à lui lire de tout. Chaque soir, moi allongée sur le canapé, elle étendue sur le lit double, je lui faisais la lecture avant de nous coucher. Elle avait aussi mis la main sur les courriels que nous nous échangions depuis 6 mois, toi et moi. Elle apprécia notre jeu. Elle qualifiait mon imagination de puissant fond. Elle me proposa de tout traduire en américain. Sûrement que cela me plairait. Comme ça, je toucherais un public plus large. Mes utopies lumineuses se répandraient à travers notre globe. Elle me lisait dans la langue de Jack London. Il faut mesurer quel progrès j'ai réalisé dans l'expression orale. Elle me lisait dans la langue de Jack London. Il faut mesurer quel progrès j'ai réalisé dans l'expression orale. Jenny voudrait, pour une seconde fois, faire ta connaissance. En attendant ces présentations, sa formation accapare son temps. Nous étions heureux, mais avant-hier, je l'ai trouvée en train de préparer ses valises. Jusque-là inscrite dans une école d'art dramatique, elle répondait à ses dépenses. Elle faisait face à ses dépenses grâce à la bourse attribuée par l'État fédéral de son homeland. Et voilà, la donne a changé. Le ministère va lui couper les vivres. Sa bourse sera stoppée dès la fin du mois en cours. La crise actuelle est en train d'inaugurer la saison des restrictions budgétaires. Elle me touche de plein fouet. Devrais-je croire à la théorie selon laquelle les battements d'ailes d'un papillon tropical peuvent briser ma porte parisienne? Demain, Jenny quittera Paris pour loger chez Morgane Rougeat, sa tante d'Antibes. Bien à toi.
Le vol vers San Francisco est annulé. Jenny revient d'Antibes. Aussitôt, je l'ai convaincue de rester encore 3 mois à Paris, chez moi. Ma rhétorique a porté ses fruits. Il faut voir, mamie. Expliquons. Le compte bancaire de Jenny présentera un crédit de 122,44 € seulement à la fin du mois. Comme sa bourse sera stoppée, elle aura une rentrée d'argent nulle le mois prochain. Là, j'ai sorti les grands moyens. Sans la moindre hésitation, j'ai fracassé mon compte épargne assurance vie pour verser 3 500 € sur le compte de mademoiselle. Elle dormira sur ses 2 oreilles pendant 3 mois, une période suffisante pour trouver un emploi à temps partiel. Elle bouclera dans de meilleures conditions sa formation artistique dans 2 mois. Réconfortée, elle accepte mon offre. En retour, elle promet de rembourser sa dette le plus vite possible. Le lendemain, mademoiselle Isa, le mannequin reconverti dans la comédie, m'a téléphoné. Elle cherche une maquilleuse avec un tarif modéré pour sa nouvelle pièce. Celle-ci fait suite à celle jouée 4 ans plus tôt. Je t'en avais parlé dans La Belle et le Bédouin, censuré durant 6 mois. Cette censure a déplu au public qui a manifesté sa colère. Oui, il a saccagé le consulat de la République des tabous. Il se trouve que Jenny fut jadis maquilleuse pendant 2 ans à San Francisco. Après concertation avec Jenny, j'ai rappelé le mannequin Isa. Elle engage Jenny pour 2 fois par semaine pendant 6 mois. Dès lors, la maquilleuse pourra joindre l'utile à l'agréable chaque samedi et chaque dimanche. Elle maquille. Elle embellit la comédienne avant de fouler les planches de son théâtre. Jenny s'éclate et ne regrette rien. Le soir, quand elle rentre, je lui demande si Isa est gentille. À chaque fois, elle me déclame un air d'Édith Piaf. Je ne regrette rien. Pour rester dans le vif du sujet, n'aurais-tu pas besoin d'une maquilleuse dans ta troupe de théâtre? Jenny, à partir de juin, aura du temps libre. Comme ta tournée débutera en juillet, ce serait bien de nouer ce partenariat, une sorte de pacte gagnant-gagnant. Je suis content de l'avoir prolongé son séjour chez moi. Bien sûr, l'annulation de sa bourse l'a abattue. En effet, elle a vécu jusque-là en femme indépendante. Elle avait quitté le giron familial pour refuser d'être couvée par ses parents, vivre à leur crochet, pendue à leur cou. Elle a accepté mon prêt à la consommation, mais elle a montré une certaine philosophie. Ce serait dommage de nous quitter à cause d'une histoire de sous maudits qui ne vont même pas rentrer dans ma tirelire, car la banqueroute des frères Lehmann a été prononcée. Pour me rendre la monnaie de ma pièce de façon très anticipée, Jenny a vite entrepris de traduire en anglais le roman de mon ami Jean-Luc, Les bonheurs de Jean. Elle a terminé la traduction du dernier chapitre. Elle n'est pas chronologique dans son exercice, puisqu'elle a sauté le premier chapitre et la préface. Elle s'est vite focalisée sur le chapitre 57, le dernier de cette fiction, non encore disponible dans les librairies. J'en suis l'ayant droit. Dans les librairies. J'en suis l'ayant droit mandaté par mon ami Jean-Luc dans sa déposition testamentaire. Je travaille à sa publication. Pourquoi le dernier chapitre? Une question se posera. La raison tient au titre du chapitre lui-même.
Jean est l'hirondelle du crépuscule. Mamie, hirondelle du crépuscule, n'est-ce pas le surnom que j'avais attribué à Jenny? Tu comprendras la raison sentimentale de traduire le texte de ce chapitre. Elle est désormais sur le premier chapitre. Je la soupçonne d'avoir suivi des cours de linguistique. Je la soupçonne de me ménager. Le moment opportun, je lui réclamerai la vérité. Mon angle d'attaque est choisi. Moi-même, je ne lui ai pas tout dit de mes diplômes. Sur ce point, je nous soupçonne de jouer les personnes modestes, elle et moi, comme Jean, le bébé imaginaire de Jean-Luc. Cela est à notre honneur, n'est-ce pas, mamie? Toi aussi. Je te soupçonne de me cacher des zones d'ombre de ta carrière si jeune. Ne serais-tu pas une vedette de cinéma adulte? Je l'avoue, tu disposes d'un corps de rêve. Tu pourrais être aussi une icône du feuilleton de minuit. Est-ce ta vraie identité? Driffa? Après tout, cela ne me regarde pas. Que tu sois comédienne au gros cachet ou une intermittente du spectacle, cela n'écorchera en rien mon estime pour toi. Nos forces, notre prestige reconnu par les médias et le public ne doivent pas influencer notre quotidien. Ce n'est pas beau d'être une star mondialement connue et d'écraser tout sur son passage. Ce n'est pas sérieux d'en vouloir à toute la planète parce que je suis un écrivain non reconnu, n'est-ce pas? Laissons les gens ambitieux à leur arrogance débile. Attardons-nous plutôt sur la générosité de mademoiselle Jenny. Tu voudrais peut-être que je te lise quelques lignes du chapitre relatif à l'hirondelle du crépuscule de Jean, le narrateur du roman de Jean-Luc. J'attendrai ton feu vert pour t'envoyer ce chapitre en exclusivité mondiale dans un proche mail et dans 2 versions, voire 4. La version d'origine en français, la version anglaise de Jenny, la version kabyle de moi-même, ainsi que la version arabe. Chat et souris. Revenons à la causerie du mardi et ses fières têtes d'affiche, si tu veux bien. Parlons de Molière et Sartre, décrit par le réalisateur de Si l'Asive m'était contée dans une belle langue. Jenny a été de la soirée, tant mieux pour elle, tant pis pour toi. À la fin de la causerie sur Molière, Sartre a pris le devant des débats par la voix du causeur, le showman adoubé par Régis, le bel ange, le sosie de Barack Obama. Par la suite, le conférencier nous a distribué un passage d'un certain Helvétius, latin ou romain. Ce passage serait la source de Jean-Paul pour lancer son non moins célèbre « L'existentialisme est un humanisme ». Comme je suis un garçon partageur, voici le texte de M. Helvétius. Je te mets sous la garde du plaisir et de la douleur. L'un et l'autre veilleront à tes pensées, à tes actions, engendreront tes passions, exciteront tes aversions, tes amitiés, tes tendresses, tes fureurs, allumeront tes désirs, tes craintes, tes espérances, te dévoileront des vérités, te plongeront dans des erreurs, et après t'avoir fait enfanter 1000 systèmes absurdes et différents de morale et de législation, te découvriront un jour les principes simples
au développement desquels sont attachés l'ordre et le bonheur du monde moral. Mamie, ce passage distille une science qui m'échappe complètement. Qu'est-ce que le monde du bonheur moral? Qu'est-ce un monde moral? Le bonheur, la morale. Oui, cette brillante et prétendue science m'échappe. À moi, le quidam, simple d'esprit, loin d'être nourri de grec et de latin, comme par exemple Jules Vallès. As-tu lu dans de précédentes lectures adolescentes parcouru son bachelier? Son exergue rendait justement hommage à tous ceux qui sont nourris de grec et de latin. Je promets de te chercher le passage exact dans un prochain courriel. Ainsi donc, le plaisir serait-il indissociable de la douleur? Nos actions, nos ferveurs, nos amitiés, nos désirs, nos espérances, le risque de plonger dans l'erreur, ces traits de l'humain perfectible, imparfait, serait-il constamment sous l'emprise du plaisir, de la douleur? Mamie, avances-tu en fonction de tes plaisirs? La douleur ou sa crainte influe-t-elle tes choix de tous les jours? Influe-t-elle sur tes choix de tous les jours? Sur ce morceau choisi par le causeur, du point de vue sémantique, tout m'est hermétique. Il est vrai, la philosophie n'est pas ma tasse de thé. De nos jours encore, je ne suis pas prêt à changer de fusil d'épaule. La philosophie, avec sa thèse, son antithèse, fait perdre les cheveux. Bien sûr, j'exagère, et oui, je suis dans une calvitie avancée, mais pas du tout philosophe. Une confidence. Jenny préfère les chauves. Elle penche pour les crânes dégarnis. Elle est ton opposé, toi qui vibres pour les belles chevelures longues et brillantes. Ma calvitie est avancée. Pourtant, quand j'avais 20 ans, je portais une chevelure indienne, longue et lisse, cela s'entend. À 10 ans, épris des romans d'aventure et du fantastique, je lisais chaque vendredi ma bande dessinée Pif Gadget pour suivre les épisodes de Rahan, l'enfant de la forêt d'Amazonie, ce chasseur aux cheveux d'or des tribus primitives. Des épisodes haletants, riches en rebondissements. Je m'identifiais à ses joies et ses victoires. Jenny m'avait tout dit. Pour elle, la calvitie marque la sérénité des moines bouddhistes, ce bien-être spirituel. Le lendemain du retour de Jenny, ton grand garçon a pris une première résolution pour faire plaisir à Jenny. J'avais passé une tondeuse, puis un rasoir à 3 lames sur le crâne de ma petite tête. Jusque-là, la physionomie de mon crâne, à moi le sportif courant 10 km chaque samedi,
était en décalage avec mon âge biologique. Toi-même, tu étais tombé dans le panneau des apparences. Je vais te citer. Tu as 35 ans. C'est l'âge de mon frère aîné, Blaise. Tu m'as vu comme un grand frère, ton protecteur, un tuteur. J'avais tenté de jouer au frère protecteur. Je t'avais offert des livres, des cinémas et des dîners à chacune de nos rares entrevues. Je t'avais envoyé des mails et des SMS fraternels, sans réponses immédiates de ta part. Ne serais-tu pas en train d'ériger des garde-fous entre toi et moi? Avec le recul, je te soupçonne de vouloir me faire courir. Je reste convaincue. Ton cœur attend d'être pris. Dès notre dîner saupoudré de blanc, tu avais cadenassé ta tour, bétonné ta loge, en me précisant clairement tes liaisons multiples avec un Mexicain, un informaticien, un un homme brésilien prof de samba, un peintre haïtien cousin éloigné de Feu Aimé Césaire, un frère châtelain qui habite en face de la place du Châtelet et finance tes périodes de chômage répétées, un frère châtelain qui habite en face de la place du Châtelet et finance tes périodes de chômage répétées. Il était ta bouée de sauvetage de l'intermittente. Il était la bouée de sauvetage de l'intermittente du spectacle. Toi, non reconnu par la sécurité salariale. Un producteur de télévision qui te promettait une tranche Miss Météo sur une chaîne du câble, que sais-je. Et tes camarades de ta troupe de théâtre. À chacune de mes invitations à la causerie du mardi, tu piochais un joker dans la corbeille de tes amitiés fictives pour dire non, comme je pioche dans ma corbeille lexicale pour te clamer à la face la vérité qui blesse. Attention, autant on peut jongler sans dommage avec les mots, autant jongler avec les humains risque de te jouer un mauvais tour, mamie. Le joker était tantôt le Brésilien du club de salsa, le Mexicain ton prof des cours d'architecture des ordinateurs, ton frère le châtelain à rejoindre à bord de son bateau-mouche pour photographier Paris et la Seine. Tu es libre. Tu as été jusque-là polie, respectueuse. Merci. Je te sais gré d'avoir dîné avec moi par 2 fois. Ne serais-tu pas prisonnière d'un héros de tes pièces comme Nerval et Naudier dans La transmigration des âmes? Il faut que tu sortes de ton cocon. De ton cocon. J'ai l'impression que l'art accapare la totalité de ton emploi du temps. Tu joues sur les planches, tu répètes, tu donnes des cours de tragédie, tu vas au cinéma 3 fois par semaine, tu es présente sur les médias sociaux, tu alimentes un blog, tu visites des expositions à Paris, en province, à Londres, Berlin,
L'Asive en Nouvelle-Zélande. Tu sors avec l'as du polar, l'exilé de Los Angeles. Tu ne fréquentes que les lieux de haute culture. Tu ne côtoies que des célébrités. Moi excepté. Est-ce que tu me calcules? Je t'ai envoyé des dizaines de messages, des fleurs et des invitations. Tu n'as répondu que rarement. Je sais. Tes déceptions amoureuses, au nombre de 6, t'ont assommé. Je sais. Tu suis une thérapie en jouant au théâtre et tu fais très bien. Si seulement tu faisais l'effort de m'écrire un peu. Bien à toi. Un silence héroïque. Mamie, je ne dirai aucun mot sur tes commentaires. Tu as le droit d'interpréter mes textes et d'en faire ta propre lecture comme tu le sens. En tout cas, je m'en réjouis. Je me réjouis que tu aies jeté un regard sur mes lignes. Ce que tu as lu fait partie d'un tout. Ce que j'écris dépend de l'humeur du moment et de l'ampleur qu'un événement peut susciter chez moi. De l'échange jaillit la lumière, non? Dis-moi si donc un appel mien vers 22 heures ne te dérangerait pas. Cesse de te replier sur toi. Le silence est parfois utile. Mais je ne comprends pas un auteur bavard quand il écrit « J'ai enfin connu les vertus protectrices du silence en temps de guerre civile. » Joie déplacée. Je n'ai rien à pardonner. Tu n'as rien à te reprocher. Une femme peut aimer un homme sans pour autant être obligée de coucher avec lui. Un homme peut éprouver un désir de coucher avec une femme et qui peut refuser, mais ce n'est pas une raison pour que le mâle aime A accent circonflexe LE, pour que le mâle sème une quelconque joie déplacée pour se venger. Ce serait absurde et petit. Mais il paraît que ça existe, cette rancune. La joie pour humilier les autres est un sujet que j'ai étudié récemment. Ma conclusion: vaut mieux pardonner que tenter de se venger. Et j'ai appris que cet état d'esprit qui pardonne s'appelle un amour gratuit d'après saint Augustin. Sourire à la vie. La météo annonce de la neige, je resterai chez moi au chaud à dorloter mon chat. Cela ne veut pas dire que je n'ai plus envie de te rencontrer. Il s'agit juste d'un report, je ne t'appellerai pas non plus ce soir comme tu l'avais souhaité. Je remarque que je t'énerve au téléphone, je n'y peux rien, il faut éviter de me qualifier avec les mots des psys au sens générique du terme. Je sais ce que je veux, je ne lâcherai pas le morceau. Bien sûr, je me remets en cause chaque jour que la rotation de la Terre enfante. Bonjour. J'écris, dîner, j'écris, et puis lecture. Journal, tome 1. Witold Gombrowicz. Chaque nuit, je me soumets au même rituel. Je lis, j'écris et je m'évade. Je me divertis par des évasions spirituelles, des songes, des anges, des visions. Le passé se confond avec mon avenir. Un présent négligé se noie dans une mare d'utopie futuriste, accentuée par de viles prévisions floues.
Le rideau tombe sur ma nuit. Le jour se lève. Je me réveille et aussitôt je me rendors, fatigué. Songeur, je saute du lit. Je prends un verre d'eau. Je me regarde dans le miroir. Un reflet effroyable me fait face. Il surclasse un visage jovial à la base. Méditant dès l'aube, je laisse éclater un sourire. Un son joyeux s'ensuit, la poésie que je fredonne. Je me souris en tirant la langue. Une eau froide me stimule. Je pense à toi, revu cette nuit. Un rayon de soleil. La semaine prochaine, Lise tient à se réconcilier avec moi. J'y réfléchis, elle y réfléchit, nous y réfléchissons. Ce vendredi, lors de notre déjeuner, nous en discuterons pour aboutir à un consensus. Lise m'arrachera à ma solitude. Jusque-là, j'ai eu peur d'elle, qui pourtant ne mord ni ne griffe. Lise veut nous offrir une balade sentimentale. Ses mots sont justes. Comme c'est fou. Malgré le poids d'une séparation humiliante pour elle, Lise me tend la main pour emménager dans le même appartement. Chez elle, chez moi, n'importe. Tolérante, elle ne donne aucune importance surdimensionnée à la vie, au travail, à tout. Tout est important à ses yeux. Rien ne dépasse chez elle le bien et le mal. Elle traite le grave et le léger avec le même sérieux et le même détachement. Cela est dû à son désespoir, enfanté par les événements dont elle a hérité. Quitter le berceau de son enfance, fuir sa terre natale. Mamie, mon cœur a parlé. Lise tient à renouer les liens rompus. Elle attend une tendre main de ma part. Et ça ne se refusera pas, sauf si tu acceptes enfin mon offre. Le revers de la médaille, mamie. Lise vient de me contacter et me compare au militaire de Gogol. Elle promet de me pardonner toute la violence verbale que je lui fis subir jadis. Généreuse et belle âme, Lise. Le militaire, le voici en train de flâner dans la rue Metchanskaya à la conquête de la sotte blonde. Devant la maison des Schiller, agréablement surpris de tomber sur la jolie biche en train de prendre un bol d'air sur le balcon, l'officier lui adresse un salut de la main. « Votre mari s'absente-t-il de la maison ?» « Eh oui, c'est bon à savoir, innocente ou sotte, elle répond, sans en mesurer les conséquences, « le dimanche après-midi. » Le lendemain, le lieutenant, en train d'exhiber sa silhouette d'athlète, ne cesse de crier devant l'assemblée des officiers russes tout en fumant sa pipe que son affaire est bien enclenchée. À l'écouter, lui, la jolie épouse de Schiller, le ferblantier Souabe, ne peut rien lui refuser. Le dimanche suivant, il se présente chez elle et se retrouve en train de danser une gavotte avec l'Allemande Souabe. La belle avance au milieu de la pièce et lève un pied tout à fait exquis. Cette posture suscite chez Pirogoff un enthousiasme tel qu'il se précipite et l'embrasse. La jeune femme se met à crier, ce qui accroît encore son charme aux yeux de Pirogoff. La suite, mamie, n'est pas du tout rose. Aux graves appels au secours de son épouse, Schiller n'a pas mis
une éternité pour investir la chambre conjugale, suivi de ses potes complètement ivres. Ils se sont mis à donc exiger des comptes à l'intrus. Ces ferblantiers souabes ôtent les vêtements du délinquant russe. L'un pèse de tout son poids sur ses jambes, un autre lui maintient la tête, et Schiller saisit un balai. Le haut fonctionnaire indélicat rossé, humilié, subit des châtiments à la hauteur de son crime. Nous sommes en Russie, la patrie de Crimes et châtiments, où cette célèbre œuvre de Dostoïevski. Pirogov a reçu la médaille d'un côté, de l'autre son revers, déshonorant. Que cherche-t-il, lui, le père de famille respectable? Songeur, le narrateur de la perspective Nevsky a d'ailleurs posé la vraie question. Arrivons-nous jamais à avoir ce à quoi nous semblons prédisposés? Tout se passe toujours à l'envers. Mamie, toi, l'intermittente du spectacle, tu as bien compris. Tu as sûrement lu entre les lignes. Il faut éviter de prendre nos désirs et nos rêves pour des réalités. Oui, avons-nous donc jamais ce que nous désirons? À mon avis, nous ne désirons que ce que désire notre entourage. Le fameux désir mimétique. Bien à toi. Citadelle imprenable. Le ciel est bleu, le soleil au rendez-vous. Ce week-end, j'ai dîné avec Lise. Elle a offert un collier de flanelle à César, mon chat. Mamie, j'avais de la difficulté à bien enchaîner devant elle. Elle parlait à profusion, tandis que des blancs ponctuaient mes propos. À ses yeux, l'attitude de l'épouse de Schiller relevait du romantisme allemand, de la courtoisie. Elle parlait de la difficulté des filles à repousser les hommes. C'est ce qu'elle désignait par les négations affirmatives d'Ève. Mamie, si la blonde avait consenti à danser avec un officier même galant, elle aurait dû assumer les conséquences, lesquelles n'allaient pas être un drame. Un baiser, c'est beau, non? Je te sais gré de m'avoir dit non, de façon catégorique. Mon ami, je suis prête pour une amitié, mais il ne faut rien espérer de plus de moi. Dixit, toi, Drifa, ton nom de scène. Tu as refroidi mes ardeurs sans assécher l'encre de ma plume, ni affaiblir la lumière infrarouge de mon stylo optique. Entre nous, si Lise n'avait pas réveillé mon affection pour elle, j'aurais payé tout l'or du monde pour te reconquérir, toi, la citadelle imprenable, jusque-là. Et je serais parvenue à mon but. Bien à toi, Joey. Une provinciale. Lise se méfiait des garçons et donnait des vacances à son cœur. Ses relations avec les mâles se limitaient à deviser sur la pluie, le beau temps. Elle cherchait
elle cherchait à fonder une famille. Sa vie de cœur ressemblait à, si l'on veut, un désert. Mauriac a bien fait d'écrire le désert de l'amour. Cela s'applique à Lise. Elle clamait à la planète tout entière son refus du contact fort, si le partenaire n'était pas l'élu de son cœur, son époux devant Dieu et les humains. Un air de paysanne l'habitait. Provinciale, elle arrivait à Paris ignorante, sur la défensive. Son éducation puritaine insultait les vendeuses de charme. Tu comprendras désormais son choix de me revenir, puisque j'accepte de l'épouser et de fonder un foyer, de ressembler à nos semblables. Si je te la présentais en t'envoyant sa photo par courriel, et si tu la connaissais, ne dit-on pas que le monde est petit, surtout à notre ère des médias sociaux? Bise amicale. Sur un podium. Avant que je renoue avec Lise, donne-moi une dernière chance. Je te vois râler. Tu sais bien que ce ne sera pas possible. Surtout ne me réponds pas en me prenant de haut. Comme en me prenant de haut. En me prenant. Surtout, ne me réponds pas en me prenant de haut. Comme Pirogov, tu ne lâches rien. Jenny s'en va. Lise arrive sans calcul ni jalousie. Qu'en dis-tu de nous rendre visite? Isa, le mannequin de mode, viendra avec son enfant adoptif, Dylan. Tu feras leur connaissance. Bien à toi, Joey. Un navigateur. Exergue de Jules Vallès. Cette robe, ce châle, c'est elle, la femme au rire d'argent, aux cheveux d'or, au peignoir bleu, le bachelier Jules Vallès. Est-ce que tu as lu la chronique du causeur du mardi, celle publiée sur son blog? Je pourrais te redonner son adresse URL. Réponds-moi et dis-moi si tu as pu la visualiser sur ton navigateur web. J'ai vérifié ce matin, le texte y est toujours. Sur ton navigateur web. J'ai vérifié ce matin. Le texte y est toujours. Il s'agit d'une sorte d'anthologie sur la charité. Une synthèse de Régis, le bras droit du causeur du mardi. Adeline m'a vendu la mèche, comme quoi Régis est en train de s'amouracher d'une comédienne. Régis, ce sosie de Barack Obama. Si tu connaissais cette conquête de Régis, le monde est petit, dit-on. Bal populaire. Exergue, Shakespeare. Il y a de la religion dans vos baisers. Roméo et Juliette, Shakespeare. Comme annoncé à ta connaissance dans un précédent courriel, Lise me propose une réconciliation. Elle me pardonne. Alors je décide de la revoir. Je prends la perche qu'elle me tend. Ce matin, j'ai pris le train pour me rendre chez elle. Sans âge, un homme est en train de peigner sa longue chevelure. En haillons, il squatte le quai du train express. Serait-ce un marginal, un accidenté de la vie? En tout cas, il ressemble au Depardieu de Germinal. Il suit du regard le mouvement de la foule avec des yeux tristes, peut-être nous envie-t-il.
Sur le quai de cette gare, il attendra le lever d'une nouvelle journée de galère, cela va de soi. Comme cette nuit, elle lui apportera un froid glacial et sa faim, F-A-I-M. Oui, demain, il tendra la main devant l'église aux passantes, aux âmes grises ou généreuses. Il nous racontera ses péripéties nocturnes en chantant. Nous, les abonnés des transports, lui lancerons quelques pièces. Nous ignorons qu'un geste, un sourire peuvent réconforter l'homme du quai de la Monnaie, ayant dormi à la belle étoile, mais ronronnait. Non, il ne ronflait pas, il ronronnait. Ayant dormi à la belle étoile, il ronronnait. Non, il ne ronflait pas, il ronronnait comme un chat. Le train se remplit de station en station, la balade est excellente. C'est jour de kermesse, le train s'approche de Paris. Le train se remplit de station en station. La balade est excellente. C'est jour de kermesse. Le train s'approche de Paris. De Paris comme une ombre. Les badauds y montent en nombre, du premier au dernier wagon. C'est samedi et jour de fête. Les voyageurs retrouvent le sourire le temps d'une séance de cinéma, d'un concert musical ou d'une exposition. Ils se laissent aller à l'entrevue galante, ils oublient le poids de la semaine pesante, ils savourent le matin du petit déjeuner pris à midi sous un soleil radieux. Je m'en vais rejoindre Lise, qui m'a laissé fouler son logis. J'espère que tu ne seras pas jalouse. Libre à toi de garder le contact avec moi, ou de me dire au revoir, ou de me traiter de garçon peu fiable et lâche. Mes retrouvailles avec Lise m'ont fait comprendre que c'est elle mon cœur, mon rayon de soleil. Les masques tombent. C'est moi, ton ombre fuyante, Drifa, la comédienne des planches, férue de Kateb et Yassine. C'est décidé. Je quitterai Paris. Mon Apollon m'attend à Marseille, ma ville d'adoption. Nous monterons notre propre théâtre. J'ai déjà pensé au texte de la représentation inaugurale et qui sera au tarif de 3 €. Devine. Ce sera un florilège de tes 10 meilleurs mails à mon attention. J'ai déjà le titre. Une tentative de séduction. N'est-ce pas que tu as tout fait pour me séduire? Bien sûr, ce titre pourrait changer. Dans 6 mois, notre théâtre sera sur pied. Tu auras le temps de me choisir tes coups de cœur parmi tes correspondances. Surtout, tu es désormais libre de te remettre avec Lise. Une confidence. C'est ma sœur aînée et je l'ai encouragée à se remettre avec toi. Tu comprendras mon refus de partager ta couche et ton cœur et
de t'écrire régulièrement et longuement, n'est-ce pas? Et si je te révélais l'identité de mon Apollon? C'est Régis, le showman du mardi. Le showman du mardi. Adeline, que tu connais, son assistante, a joué les entremetteuses. Ne me dis pas de t'en fournir plus de détails. Un coup de foudre réciproque. Amitié fraternelle. Driffa, la sœur de Lise. T'amuse. D'autres fois. Le titre de mon spectacle. Comme j'ai toujours un coup d'avance, ton dernier courriel à déclamer sur la scène sera la séquence de la fessée reçue par le militaire dépassé par ses désirs après sa tentative d'embrasser Madame Schiller, naïve de danser avec un étranger. Et le titre de mon spectacle en découlera, ce sera logiquement La danseuse et le militaire. Tu le vois bien, finalement tes écrits ne sont pas vains. Je les jouerai sur les planches. Nous n'avons pas perdu de temps. Comme disait Lavoisier en son temps, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et je le cite de mémoire. Une dernière vérité. Je ne crois pas à l'existence de tes amis imaginaires. Kate de Canterbury, Jenny de San Francisco, Jean-Luc et son héros de roman, Jean, que sais-je encore, sauf Régis et Lionel, le causeur du mardi, le réalisateur de Si Sacha m'était compté, réalisé avant Si Lascive m'était compté. Tu ne faisais que tenter de me rendre jalouse, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai lu un livre qui parle de désirs mimétiques pour bien chauffer la marmite de la jalousie. Tu as bien compris que j'ai la tête sur les épaules. Depuis longtemps, et grâce à mon psychiatre, j'ai appris l'inutilité de me mettre la rate au courbouillon. À chacun sa chance et sa destinée. Une fois Lise, ma sœur, et toi, dans votre cocon, nous vous rendrons visite, Baraque et moi. Baraque, mon Apollon au Régis, bis fraternel, la comédienne fuyante, sœur de Thalise,